Bonsoir, bienvenue au Maïf Social Club pour cette nouvelle conférence de la ruche qui dit oui, qui s'intitule « Sauver le monde avec sa fourchette ». Cette thématique s'inscrit dans la thématique que l'on développe actuellement sur le lieu, avec l'expo que vous avez pu voir ou revoir en bas, qui s'intitule « Au boulot ». Cette thématique vaut jusqu'au 28 avril. Après, nous traiterons l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les conférences et les ateliers sont en ligne et vous pouvez vous y inscrire via le site du lieu. Je vais laisser la parole à Hélène et à ses invités pour cette nouvelle conférence. Et puis, on se retrouve à l'issue de celle-ci en bas pour, autour d'un verre. Bonne conférence. Merci. Ne pas oublier le verre. À chaque fois, on est très bien accueillis. On a un verre et même un buffet. Alors, ce soir, on va parler agriculture et on va essayer d'en parler de manière positive. Le salon de l'agriculture, maintenant, est déjà bien loin. Les états généraux de l'alimentation sont passés. Et souvent, on dit l'agriculture responsable de tous les maux de la planète. En termes d'emploi, en termes de pollution, en termes d'air, d'eau, etc. Et aujourd'hui, on va recevoir ceux qui préservent le monde avec leur fourchette ou avec leur binette. Ils sont donc paysans, ingénieurs, passionnés. Ils pratiquent l'agroforesterie, l'agriculture biologique ou la permaculture. Et donc ce soir, nous avons Xavier Mathias, qui est maraîcher bio, producteur de semences, poète et formateur, et plein d'autres choses. Et voilà, donc bonsoir. Merci de... Merci d'être venu parce qu'en plus Xavier vient de Tours et on a fait une petite fenêtre sans grève aujourd'hui, donc on est assez contents. Nous avons aussi Vincent Rabaron qui est directeur général de Pure Projet, et nous avons Laure Ducot qui est chargée de campagne agriculture chez Greenpeace France. Bonsoir. Donc on va commencer avec Laure qui va être un peu la personne qui va commencer par nous donner d'abord les mauvaises nouvelles, mais histoire de camper un petit peu le sujet. Donc vous êtes spécialiste de l'agriculture, vous connaissez ses forces et ses faiblesses. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait de l'agriculture française aujourd'hui et puis nous dire un peu pourquoi l'agriculture industrielle est dans l'impasse? Oui, alors bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, je commence par le constat assez négatif. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agriculture industrielle dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a pris ses racines à l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu la Première et la Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, il y a eu des grandes famines. Les Français ont vraiment connu la faim pendant les guerres. Et donc, quand on est sorti de ces guerres, il y avait une réelle volonté politique et sociétale pour augmenter les volumes de production afin de justement de ne plus jamais avoir faim. Et cette volonté, elle s'est accompagnée d'un développement accru des progrès de la mécanisation et de la chimie. Et pendant la guerre, justement, on a développé des armes chimiques qui ont ensuite été utilisées en tant que pesticides. Donc ça, c'est le tout début de ce qu'on a appelé ensuite, qui s'est transformé en révolution verte et qui nous a conduit là où on est aujourd'hui. Sauf que, ensuite, dans les années 70, 80, 90, le modèle de la grande distribution s'est fortement développé. Il s'est fortement développé et il y a eu l'un des problèmes majeurs de l'agriculture aujourd'hui, c'est la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centrales d'achat, donc les centrales pour lesquelles se réunissent certains supermarchés pour acheter ensemble et donc faire pression sur les agriculteurs, les éleveurs pour avoir des prix plus bas, ces centrales d'achat se regroupent pour devenir de plus en plus puissantes. Et il y a un exemple qui est d'actualité, puisque là, depuis quelques jours, c'est très récent, Casino, Auchan et Système U sont en train de discuter pour, là aussi, fusionner leurs centrales d'achat, coopérer et donc être encore plus puissants. S'ils y arrivent, si ça passe le cadre législatif réglementaire, ça veut dire qu'ils obtiendront plus de 30% de part du marché. Donc un tiers du marché sera gouverné par cette seule centrale d'achat à 3 têtes. Donc ça, c'est très problématique. Et ensuite, il y a eu un autre développement, celui la plus politique, depuis après-guerre, c'est la politique agricole commune, qui a été mise en place. Également dans une vision très positive pour justement résoudre ces problèmes, faciliter les échanges de denrées agricoles, et faciliter donc les allers-retours d'un pays à l'autre. Sauf que cette politique agricole commune, elle a aussi très rapidement favorisé les agriculteurs les moins vertueux, au détriment des agriculteurs et des éleveurs les plus vertueux, puisqu'il y a un chiffre qui moi me parle beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, 80% du budget de la politique agricole commune revient à 20% de producteurs.
Donc là, on a tout dit avec ce chiffre-là. Et le budget de la politique agricole commune, de la PAC, il s'élève à plus de 360 milliards d'euros. C'est l'un des plus gros budgets de la politique européenne. Donc c'est extrêmement important. Donc quand vous avez comme ça une concentration des pouvoirs, un développement de la mécanique, de la chimie, et une pression accrue sur les producteurs, donc les producteurs, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette demande croissante en volume avec des prix de plus en plus bas? On est obligé à un moment donné d'avoir recours à la chimie, à plus de mécanisation, d'investir dans des infrastructures extrêmement coûteuses. C'est ce qui se passe avec les abattoirs ou juste les bâtiments d'élevage. Et quand on investit et qu'on est endetté pour 25 ans dans des bâtiments extrêmement coûteux, eh bien après c'est très très compliqué de pouvoir enclencher une véritable transition. Donc il y en a qui y arrivent, mais aujourd'hui si on veut aller plus loin, il va falloir que le gouvernement soutienne sérieusement la transition financièrement et techniquement. Alors vous avez parlé de la chimie, donc des pesticides entre autres. La France est le premier consommateur de pesticides en Europe, le troisième au niveau mondial. Et ce n'est pas une utilisation qui est en déclin, au contraire, qui est toujours en constante augmentation. Il y a eu même pratiquement 10% de croissance en 2014. En même temps, le gouvernement là, s'est engagé dans les 3 ans à sortir du glyphosate. Voilà, on en est où aujourd'hui sur les pesticides? Est-ce qu'on va arriver à cette sortie-là? Comment on va y arriver? Et est-ce que c'est possible? Alors oui, très très rapidement sur les chiffres. On dit souvent que la France est le premier ou deuxième aujourd'hui plus gros utilisateur de pesticides. En fait, si on ramène ça à l'hectare, on est dans la moyenne. Voilà, c'est juste parce que la France est l'un des plus gros pays agricoles en Europe qu'on est aussi l'un des plus gros consommateurs et vendeurs de pesticides. Ça, c'est juste pour l'honnêteté des chiffres. Il n'empêche qu'effectivement, le gouvernement a mis en place, suite au Grenelle de l'environnement, un grand plan d'action, le plan Ecophyto. Le plan Ecophyto 1, qui a été un échec cuisant, donc il a mis en place l'Ecophyto 2, avec plus de moyens. Il a restructuré ce plan d'action. C'est quoi Ecophyto 1? Ecophyto 1 et 2, le but, c'était d'obtenir en 10 ans une réduction de moins 50% de pesticides en France. Et là, on est plus de 10 ans après. Donc ensuite, il y a eu Ecophyto 2 parce qu'on a reporté l'échéance de plusieurs années, parce qu'on est incapable d'y arriver. Et aujourd'hui, donc plus de 10 ans après, nous ne sommes pas à moins 50%, ni même moins 5%, nous sommes à plus 22% d'utilisation de pesticides en France. Et plus 28% en Ile-de-France. Ça a donc très bien marché. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu... La volonté était là, la volonté politique, surtout après le Grenelle de l'environnement, mais il n'y a pas eu les moyens suffisants mis derrière pour réellement faire fonctionner les outils de ce plan d'action. Donc ça, c'est très problématique. Et sur le glyphosate, il y a eu effectivement une annonce pour l'interdire à 3 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas selon Greenpeace, même si tous les agriculteurs ne sont pas d'accord. Sauf que là, le gouvernement est en train de reculer, puisque maintenant, il ne parle plus de le supprimer, mais de réfléchir à comment on pourrait se passer, dans certains cas seulement, du glyphosate. Et le problème, c'est que le glyphosate, c'est comme tous les pesticides. Si on le remplace par une autre molécule, ça ne sert à rien. Si on le remplace un pesticide par un autre, on continuera d'aller droit dans le mur. Et aujourd'hui, ce modèle-là, on le voit bien, il ne fonctionne plus. Donc ce qu'il faut, en revanche, se passer du glyphosate et se passer des pesticides de synthèse, on sait faire. On sait faire. Il y a de nombreux agriculteurs, je pense qu'il y en a qui en parleront, Xavier en parlera mieux que moi, mais qui savent très bien faire. Donc, par contre, ça demande un changement des pratiques en profondeur. Ça veut dire une prise de risque financière et ça veut dire des moyens techniques. Donc, se passer des pesticides, en sortir, oui, on peut. On ne le fera pas en quelques jours, on ne le fera pas en quelques mois, mais c'est possible et il faut que le gouvernement mette un sérieux soutien financier, technique pour enclencher cette transition. Alors, il y a aussi une autre thématique liée à l'agriculture que sont les gaz à effet de serre, et notamment l'élevage est l'un des grands émetteur, voilà, un grand émetteur de gaz à effet de serre, hein, puisqu'il est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Alors pourquoi l'élevage est responsable d'autant d'émissions de gaz à effet de serre? Parce que d'une part, il est responsable de beaucoup de déforestation. En Amazonie, on estime que c'est 70-80% du bassin amazonien qui a été déforesté pour l'élevage. Donc pour l'élevage en tant que tel ou pour faire pousser l'alimentation du bétail, puisque nos poules, nos cochons consomment du soja, et souvent OGM en plus. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la fermentation entérique, donc les productions de méthane par le bétail directement. Donc les rots, on parle souvent de P, mais en fait c'est des rots de ruminants qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et le méthane a un pouvoir réchauffant bien plus important que le carbone. Sauf qu'il faut quand même faire attention, parce que l'élevage, oui, est responsable d'énormément de gaz à effet de serre, mais il y a aussi des élevages qui sont vertueux.
Et il y a des systèmes d'élevage qui permettent au contraire de rendre de nombreux services écosystémiques, de capter du carbone, de maintenir des prairies permanentes, donc de faire cette captation de carbone, et également de maintenir une biodiversité associée à ces milieux ouverts. Donc il faut bien différencier les systèmes d'élevage. Alors ce sont lesquels qui permettent de capter du carbone? Quel type d'élevage? C'est l'extensif, Alors, oui, alors faire attention, extensif, intensif, il faut faire attention, parce qu'en Amazonie, quand on fait de l'extensif, vous déforestez plus. Donc je fais attention, moi je préfère parler d'élevage industriel versus élevage plus écologique. Mais il y a des élevages comme la polyculture élevage, l'élevage de montagne, l'élevage bovin à l'étang français, donc les vaches à viande, qui permettent d'avoir de grandes prairies ouvertes. Ça permet de capter plus de carbone. Mais il ne faut pas regarder que le carbone. Après, il y a tout un tas de critères à prendre en compte. Il y a le bien-être animal, il y a la biodiversité. Enfin voilà. Je pense que l'agriculture et l'élevage sont des systèmes extrêmement complexes et il y a énormément de critères à prendre en compte pour vraiment juger de l'impact positif ou négatif environnemental. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on a dressé un petit tableau très rapidement. Mais vous, chez Greenpeace, en fait, qu'est-ce que vous préconisez comme action à mettre en place d'urgence? S'il y en avait 5, ça serait lesquelles? Alors les actions au niveau individuel et les actions au niveau plus global. Au niveau individuel, la première chose à faire, c'est de réduire la part de protéines animales. Manger moins de viande, clairement, très clairement. Manger moins de viande, manger moins de produits laitiers, et que la viande et les produits laitiers qu'on consomme soient bio, locaux, de saison, circuits courts, etc. Se tourner vers des producteurs qui font les choses bien. Et donc ça va avec une deuxième chose à faire, c'est de manger les produits issus de l'agriculture biologique, ou qui ne sont pas de l'agriculture biologique, mais qui sont équivalents, même sans label, qui sont de saison, en évitant le gaspillage alimentaire, en évitant le suremballage, les plastiques, etc. Mais réduire la part de protéines animales, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact en comparaison de consommer bio et local, même si c'est extrêmement important également. Donc ça, c'est au niveau personnel. Au niveau international, il y a clairement quelque chose à faire au niveau de la politique agricole commune, et Greenpeace travaille dessus actuellement, avec de nombreuses autres ONG, associations, pour réorienter les financements et faire en sorte que les financements qui vont aujourd'hui aux agriculteurs et aux éleveurs les plus pollueurs puissent aller aux plus vertueux. Et donc enclencher une transition. Et ensuite, au niveau national, aujourd'hui, tu as parlé des états généraux de l'alimentation. Donc ce sont de vastes débats qui ont eu lieu depuis l'été dernier jusqu'à décembre, qui ont réuni autour de la table 60-70 acteurs de la grande distribution, en passant par les industriels, en passant par quelques associations, donc tous les représentants du secteur agricole et alimentaire. Et je vais terminer rapidement. Non, je veux dire, donc Greenpeace, vous y étiez. Donc Greenpeace, ouais. Il a fallu se battre pour y être, mais on y a été finalement. Et donc ces états généraux de l'alimentation se sont terminés. Il y a eu des conclusions, donc des consensus qui ont été rédigés. Donc c'était quand même un pas intéressant, même si on a eu très peu de temps et que c'était fait dans la précipitation. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont sorties. Et le gouvernement s'était engagé à mettre en place les conclusions de ces états généraux en œuvre. Et il a fait ça au travers de 3 outils. Un projet de loi, qui est en cours de discussion actuellement, des plans de filière. Donc c'est demander à la filière semences, à la filière bovine, de rédiger un plan d'action pour enclencher la transition. Bon, pour être honnête, quand vous demandez à la filière semences de rédiger un plan d'action vers la transition, c'est comme demander à Monsanto de sortir des pesticides, pour comparaison. Mais par contre, il y a quand même des filières qui ont fait des choses intéressantes. Sur les émissions de gaz à effet de serre, la filière bovine a présenté quelques mesures bien, que nous jugeons bien. Et ensuite, le troisième point, c'est des plans thématiques. Donc il y a un nouveau plan éco-phyto, peut-être que celui-là fonctionnera enfin, un plan sur la bio, un plan sur la restauration collective, etc. Mais ça, c'est en cours, on a très peu d'informations. En revanche, et je terminerai là-dessus, le projet de loi qui est en cours de discussion actuellement au sein du gouvernement, quand il a été présenté, il était clairement presque vide. Fin janvier, il y avait quelques mesures sur la restauration collective et quelques mesures sur le gaspillage alimentaire. Mais pas grand-chose au vu de l'enjeu et de l'ampleur de l'urgence environnementale et climatique à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Environnementale, de santé environnementale. La question des perturbateurs endocriniens, etc., qu'il faut traiter. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, d'associations. On travaille avec plus d'une 50aine d'ONG, de représentants du monde agricole, comme la Confédération paysanne, les FNSIVAM, etc. Et on travaille tous ensemble pour faire des propositions aux députés, aux sénateurs, pour améliorer ce projet de loi. Et là, nous avons vraiment besoin du soutien des citoyens. Et les citoyens eux-mêmes peuvent agir en soutenant ces associations et en interpellant leurs députés également. Les députés sont très sensibles, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou physiquement dans leur circonscription. Et donc, on peut demander à les rencontrer et pousser des mesures portées par les citoyens ou les organisations. Que ce soit moins de viande, plus de qualité dans les cantines, puisque nous on travaille beaucoup sur ça, ou également, ça c'est un peu plus technique,
mais il y a un gros travail à faire en termes de réforme sur le fond et la forme des politiques alimentaires, des politiques publiques alimentaires. C'est un peu technique, mais aujourd'hui, il faut savoir que dans les instances qui gouvernent notre politique publique alimentaire, il y a quand même des représentants d'industriels, donc l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires, et l'ANIA, c'est un consortium d'entreprises comme Bigard, Charal, Nestlé, Coca-Cola, Orangina, etc. Et ces gens-là ont leur place, et ont même plus de sièges, une meilleure représentativité que les associations au sein du Conseil national de l'alimentation, pour le citer, qui prend part à la politique publique alimentaire en France. Donc je vous invite à suivre ça de très près, parce qu'on a vraiment besoin là-dessus de tous les citoyens pour faire pression sur le gouvernement et faire améliorer sérieusement ce projet de loi qui en a vraiment besoin. Et on suit ça où? Sur la page de Greenpeace Oui. Il y a beaucoup d'associations comme FNH, FNE qui suivent ça de près. Il y en a beaucoup. Mais sur Greenpeace, oui, vous pouvez le suivre. Il y a aussi des associations qui défendent le bien-être animal qui sont très engagées. Et elles invitent, on envoie régulièrement des emails, par exemple, pour prendre part à des actions, envoyer des messages tous en même temps ou signer des pétitions. Mais voilà, porter les amendements, donc les propositions de modification qui nous semblent importantes. Très bien, merci. On va regarder ça de près. Xavier Mathias, vous pratiquez l'agroécologie, entre autres. Et demain, en fait, il y a un documentaire qui sort qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde. Donc on va juste regarder un petit extrait et puis on en discute après. Merci. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. Comment un projet de société nous échappe? Qu'est-ce qui s'est produit? On a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène. On a industrialisé l'agriculture. Moi, je produis de la matière première qui est du blé. Je ne sais pas ce qui devient après. On a perdu tout le sens de notre métier, en fait. L'idée, c'est d'évaluer la viabilité technique, économique et même sociale de ce genre d'agriculture qui est plus basée sur du travail manuel. Ça sent le poireau. Hein. Il n'y a que les Parisiens qui croient que les coquelicots, on les sème. Bonjour, enchanté. Oh, tu sais qu'il ne faut pas venir au ministère en t-shirt. Hein. Ouais, je sais. Je pense qu'on peut avoir un nouveau modèle agricole qui fasse en sorte que quand on se met à table, on n'ait plus besoin de se dire bonne chance, mais qu'on peut redire bon appétit. Il faut qu'on avance beaucoup plus parce qu'on sent que si on attend tout des pouvoirs publics, on va attendre longtemps. Vous pouvez toucher, vous pouvez commander, vous pouvez manger ces produits-là, vous pouvez participer à cette aventure. Pas de problème. Super. Dis, ça marche. Comme ils disent en Afrique, là au moins on participe à la beauté du monde. Alors, ça sort demain. Oui, c'est ça. Ça sort dans une quarantaine de salles. Hein. On peut, si vous allez sur la page Facebook de On a 20 ans pour changer le monde, vous allez retrouver toutes les salles dans lesquelles le film sort. Voilà, il y a 5 salles à Paris, par exemple. Voilà, donc il est facile à voir, en fait. Et alors, donc, vous, on vous voit beaucoup, en fait, dans ce documentaire. On vous voit dès le début. On a toujours du mal un peu à vous définir parce que vous êtes plein de choses. Je dirais paysan, maraîcher, grainetier, jardinier, formateur, animateur, écrivain, même si vous n'aimez pas ce terme-là. Mais en fait, vous écrivez des livres, donc bon, ça s'appelle un peu écrivain. Et dans un article du Monde, en fait, vous vous définissez comme passeur d'histoire ou jardinographe. Ouais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la transmission orale, quelque chose qu'on a énormément oublié, hein, puisqu'on est vraiment dans la civilisation de l'écrit, de l'enseignement vraiment classique, avec un sachant et des écoutants. Or, dans nos métiers, en fait, il faut que ça passe par le geste, vraiment. Et donc, ça passe par des histoires. Voilà, j'ai l'habitude de dire que le potager, c'est une chanson de geste, mais comme la chanson médiévale, quoi. C'est vraiment... y a pas l'écrit peut arriver, mais après. Dans un premier temps, il faut être vraiment dans le geste. C'est facile ce qu'on fait, hein, c'est simple. Il y a beaucoup de gestes, mais en fait, c'est pas du tout comme de l'ébénisterie ou des métiers comme ça qui demandent vraiment une grosse précision du geste. Non, c'est simple ce qu'on fait. Les plantes, elles poussent. Après, c'est vivre de son métier qui est plus compliqué. Mais en soi, non, l'activité est facile.
Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le temps du potager », de la culture bio à la permaculture. Oui. Alors, ce sont deux pratiques différentes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et puis un peu nous raconter de belles histoires autour de ces deux pratiques? Je voudrais juste préciser, parce qu'il y a plein de bruit qui court sur la permaculture, qui est une très belle mode et à qui je souhaite un bel avenir. Mais le permaculteur, en fait, il faut se dire que c'est l'architecte et que le jardinier, c'est le maçon. Et donc, je connais plein de maçons qui ont construit leur propre maison. Mais en fait, je ne connais pas beaucoup d'architectes qui ont réussi à le faire. Donc la permaculture, c'est une vision extrêmement globale, qui n'est pas une technique agricole, qui est aussi qui s'applique très très bien à l'agriculture, qui s'applique aussi très bien dans nos vies quotidiennes. Et donc la permaculture, il y a une dimension supplémentaire au simple acte d'être jardinier. Et donc avec Ferme d'Avenir, on ne dit pas qu'on cultive selon les règles de la permaculture, mais en s'inspirant de la permaculture, qui est vraiment voilà, une source d'inspiration plus qu'un modèle qu'on va suivre stricto sensu, ou plus qu'un cahier des charges. Par exemple, en agriculture biologique, on a un cahier des charges qui est clair, c'est pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Voilà, ça c'est un cahier des charges. La permaculture n'impose pas de cahier des charges. Alors, c'est quoi la permaculture, si vous devez la définir comme ça en quelques minutes? Oui, en quelques minutes, c'est très compliqué. Ce serait frustrant pour vous et puis pour moi de devoir survoler. On peut résumer en disant que c'est une pensée à la fois éthique et pratique. Moi, chacun a sa vision. En fait, c'est une pensée qui est en mouvement, hein, elle n'est pas figée. Donc, pour moi, ça revient aussi à prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes. C'est vraiment la petite phrase qu'il y a sur l'affiche du film « On a 20 ans pour changer le monde ». Et c'est quelque chose que l'agriculture bio n'avait pas mis en avant. Parce qu'à l'époque, le problème ne se posait pas. On reproche souvent au bio de ne pas tenir compte des conditions sociales, du transport des denrées, etc. Il faut bien se rendre compte quand même que les gens qui ont eu le courage de s'opposer dans les années 60 au rouleau compresseur de l'agriculture chimique de synthèse, les gens qui se sont dressés contre ça, ils l'ont fait à une époque où une orange, c'était un cadeau de Noël, où il n'y avait pas d'esclaves marocains dans les serres du sud d'Espagne pour produire de la tomate bio. Donc le cahier des charges de l'agriculture biologique, il a été créé à un moment aussi pour répondre à une problématique donnée. Ce que je reproche un petit peu à notre génération, c'est qu'on aurait tendance à se moquer de l'agriculture bio, disant que c'est pas suffisant, etc. Oui, ce n'est plus suffisant, parce que nous n'avons pas su évoluer, contrairement à ces gens qui ont commencé dans les années 60 et qui étaient vraiment... Des utopistes réellement dans les années 60, mais ils y sont allés. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que nous, on n'y va pas. En fait, on se moque. Hein. On dit ouais, bio, si c'est transporté, c'est pas terrible. Oui, bio, ils ont des conditions sociales médiocres, c'est pas bien, etc. Bio, il y a des tricheurs, etc. Mais pendant qu'on se moque, on n'invente pas en attendant. Et peut-être que tout simplement, c'est se dire que l'agriculture biologique, c'est une vieille dame et qu'il ne faut pas se moquer des vieilles dames. Et qu'au contraire, c'est notre responsabilité, elle est maintenant de dire, ben voilà, rendons hommage à ceux qui ont su s'opposer à un moment à ce rouleau compresseur et inventons à notre tour quelque chose qui réponde à des nouvelles contraintes de société, des avancées technologiques aussi qui n'existaient pas. Il n'y avait pas d'hydroponie dans les années 60. Et alors, qu'est-ce que vous inventez, vous, sur vos différents terrains de jeu ? Alors, ça c'est une règle qu'on a vraiment dans notre pratique. On n'invente rien, on redécouvre en fait. Alors ça c'est l'énorme différence avec l'agriculture conventionnelle qui marque une rupture. C'est-à-dire que si vous prenez un paysan de la fin du 19e siècle, que vous le faites revenir sur une exploitation céréalière là maintenant, il ne peut rien faire. De toute façon, il ne connaît pas les tracteurs, il ne connaît pas tout ça, il ne peut rien faire. S'il revient chez nous, il peut faire. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est passéiste du tout. On n'est absolument pas passéiste. On a même des engins qui font appel à une technologie plutôt de pointe. Mais par contre, on reste relié réellement à notre passé agricole. Un reproche qu'on peut faire à l'agriculture conventionnelle, c'est de s'être complètement coupé de son passé au profit d'énergies fossiles. Et une consommation absolument déraisonnable d'énergie fossile qui a remplacé complètement l'humain. Donc nous aussi, ce qu'on invente et ce qu'on redécouvre, c'est la place de l'homme au milieu de tout ça.
c'est aussi redonner du sens à un métier. Produire sans l'aide de la chimie de synthèse ou sans l'aide de la toute-puissance mécanique, ça demande d'être fin dans sa pratique. Hein. C'est pas si simple en fait. C'est beaucoup plus compliqué de passer un sarclage au bon moment, surtout quand le temps est couvert, humide, etc. C'est beaucoup plus compliqué que de mettre du glyphosate dans la bousine, de tourner, et puis hop, là, on pulvérise. À ce propos-là, le glyphosate, il y a 2 brevets, un dessus, hein, quand même. Hein. Un premier brevet comme herbicide, un deuxième brevet comme antibiotique à spectre large. Ça, c'est important de le savoir quand même. Hein. Et ça, c'est pas des on-dit, etc. Non, c'est public. Le glyphosate est aussi un antibiotique. Voilà, je le dis à tout hasard, s'il y avait besoin de vous convaincre plus qu'il faut qu'on sorte absolument de ce type d'agriculture. Je me permets du coup, parce qu'assez souvent on fait peser la responsabilité de notre agriculture aux simples agriculteurs. Et en fait, les agriculteurs, si on veut que l'agriculture change, bien sûr que les agriculteurs doivent changer leurs pratiques, évidemment. Mais c'est surtout nous, consommateurs, qui devons changer. Hein. C'est-à-dire que quand on pose la question, pour le monde, ils m'ont posé la question, est-ce qu'on peut passer du glyphosate? Bien sûr qu'on peut se passer du glyphosate, il y en a plein qui le font même. Le problème, c'est qu'il faut accepter, si on se passe du glyphosate, que la baguette fraîche, croquante tous les matins, ça c'est terminé, hein, on peut plus hein, par contre. Et que c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas bon en fait. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est tout ce qui se passe là en ce moment, tout ce qui est en train de nous arriver, c'est quand même des bonnes nouvelles, quoi. Manger moins de viande, boire moins de lait, ça nous rend malade, tant mieux, heureusement qu'on arrive, quoi. Si on fait une courbe de l'augmentation de la production agricole et de notre consommation, on va s'apercevoir que la consommation d'anxiolytiques, elle est parallèle. Donc, ce qu'on propose juste, c'est profitons des bonnes nouvelles qui nous attendent pour changer. Ça ne nous rend pas heureux, de toute façon. Ça nous rendrait heureux, voilà, on resterait chez nous avec notre petite vision d'agriculteur à moitié amiche, et puis voilà. Mais en fait, non, ça rend pas heureux, ce truc-là, du tout, quoi. On en parlait tout à l'heure. On n'a même plus envie d'acheter des trucs neufs, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais donc voilà, moi je suis plus heureux de trouver même un téléphone d'occasion que d'aller dans un magasin pour acheter un truc neuf où je sais que de toute façon il va tomber en panne. Donc ce système-là ne nous a pas épanouis. Donc c'est une super nouvelle en fait de se dire que voilà, on va changer, on va pas s'agripper à un vieux modèle. C'était une erreur. Bon voilà, on fait tous des erreurs. Il y a eu des choix de société qui, à mon avis, n'étaient pas les bons à une époque. On va en changer et puis c'est chouette, quoi. Alors on va changer, puis on va aussi se tourner sur tout le passé et toute cette biodiversité qui existait déjà. Et donc vous, dans votre champ de pagaille, vous avez des centaines de variétés de légumes. Oui. Et alors comment vous avez réussi à avoir cette collection incroyable, d'avoir toutes ces graines, de les faire pousser? Et maintenant, comment vous allez aussi les disséminer pour que d'autres puissent les cultiver? Voilà, ça c'est très important. Hein. On n'est jamais détenteur d'une espèce ou d'une variété. Quand on récupère une espèce ou une variété qui n'est pas commune, la première chose à faire, c'est de la distribuer. Hein, parce que si jamais on la perd, il faut savoir où est-ce qu'on va la récupérer. Hein, quand même, c'est super important. Après, alors, en fait, il y avait un potager conservatoire pas très loin de chez moi. Et puis voilà, j'ai adoré. J'ai été maraîcher et j'ai été visiter avec un groupe de maraîchers de la région. J'ai été visiter ce potager de château. Et voilà, moi qui était professionnel, je me suis retrouvé dans un espace où je ne reconnaissais pas les légumes. Donc j'ai trouvé ça génial, ce monde qui s'ouvre d'un seul coup. Ça m'a vraiment donné envie. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, c'est qu'une série de rencontres. Toute cette histoire, c'est que des rencontres, hein, en fait. Hein. Donc c'était le potager conservatoire du château de Valmer. Et puis après, c'est un réseau, et puis les gens savent après qu'on est un petit peu monomaniaque, quoi, de ces espèces potagères, et donc ils nous amènent plein de trucs en fait. Il n'y a pas un endroit où on se déplace, où on n'amène pas une variété, etc. Et puis après, à l'époque, il n'y avait pas, mais maintenant ça commence à arriver, toutes les associations. Pour ceux qui ont un jardin, je vous recommande de graines de troc, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment génial ce que fait Sébastien avec
et toute l'équipe de Graines de Troc. Et puis, autre chose, on a un discours qui est très misérabiliste sur la perte de la biodiversité, etc. Je vois des chiffres incroyables. 70% de la biodiversité des plantes alimentaires, hein, j'entends, a disparu et tout. Alors, mais je comprends pas du tout, quoi. C'est déjà, la première chose, il faudrait qu'on me dise 70% des espèces et des variétés consommées ont disparu, cultivées ont disparu. Alors, c'était quoi le 100%? C'était quand? Déjà, j'aimerais savoir ça. Je pense que le 100%, on le fixe au catalogue de Vilmorin-Andrieux du début du XXe siècle, j'imagine. On est en pleine explosion des variétés commerciales. Donc la première chose, c'est ça, c'est 70%, mais 70% de quoi? Et autre chose, mon papy Jacques, mon papy d'adoption, qui est dans le documentaire, il a toujours été paysan. Quand il venait à la maison, il ne reconnaissait pas les plantes. C'est normal qu'il ne les reconnaissait pas. Il les avait jamais vues, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est que là, on n'a jamais eu autant de diversité à portée de main. Jamais, jamais, jamais. Alors effectivement, si vous allez chez, je vais les citer du coup, si vous allez chez Jardiland, ça va être un peu triste que vous regardez les variétés proposées. Là, effectivement, il y a de quoi pas être très gai. Mais si vous allez, et je les cite du coup aussi, si vous consultez les catalogues de Biogerme, de Germinance, de Semaille, de Graines del País, de Sativa Reino, de KCB Samen, etc., vous allez voir que vous n'aurez jamais le temps de faire le tour, et qu'on se sent comme des gourmands qui rentrent dans une boulangerie, quoi. C'est incroyable la diversité qui est apportée de semoirs là maintenant. On n'a jamais eu autant. Donc là c'est pareil, allons-y quoi. Là, la diversité elle est vivante dans les jardins. J'ai jamais vu autant de potagers. Voilà, des potagers, il en arrive partout, même en ville. Et là, je vous encourage vraiment, cultiver en ville, surtout parce qu'il y a des problèmes de pollution en ville. Mais si vous voulez venir voir à la maison, s'il n'y a pas de problème de pollution, c'est pas la même, c'est tout. Mais on est pollué à la campagne aussi. Et la meilleure réponse à la pollution, c'est justement de dépolluer avec nos cultures. Donc surtout, cultivons même en ville, même sur un rebord de fenêtre. J'en vois de plus en plus. En plus de ça, voilà, juste une ciboulette, quand ça fleurit, c'est terriblement mellifère. Les abeilles raffolent des aliacées, surtout des plantes à fleurs bleues. Donc allons-y, même en ville, on peut vraiment faire quelque chose. Et je trouve qu'en ce moment, il y a un élan vraiment absolument incroyable. On voit des plantes alimentaires, il y a les incroyables comestibles. Enfin, voilà, ça bouge dans tous les sens en ce moment. Et alors, quelle est la plante la plus saugrenue que vous avez réussi à faire pousser? Un peu votre fierté. Alors, j'en ai plein. Bon, j'ai beaucoup de tendresse pour la poire de terre parce que j'étais le premier à la recultiver, à la remettre en circulation véritablement. Mais en ce moment, je suis en train réacclimater l'oignon des Dogons de la falaise de Bandiagara. Et l'oignon des Dogons, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'origine, c'est Marcel Griol qui l'a emmené en 38 au pays d'Ogon. On l'a perdu chez nous dans l'intervalle, et là on le récupère là-bas, il faut le réacclimater pour qu'il se rende compte que oui, il peut faire froid, et oui, il peut y avoir de la pluie en fait. Donc il y a tout, mais on est en mouvement permanent, c'est ça qui est... j'aime beaucoup les dictons, et il y a un dicton qui dit on est jardinier et on meurt apprenti. Et c'est vrai que plus j'avance dans la pratique, et plus je me dis quand même c'est incroyable, tout cet univers du possible. Et autant il y a 20 ans je me sentais un petit peu tout seul et j'avais tendance à raser les murs, autant maintenant je m'aperçois que voilà, il y a un regard bienveillant qui est porté maintenant sur des gens qui s'émerveillaient de toutes ces variétés, toutes ces espèces, surtout la diversité d'espèces, moi qui m'intéresse, qui sont là à portée de main, quoi. Il y a plus qu'à y aller, quoi. Alors pour y aller, il faut aussi qu'on puisse les planter et les semer sur un bon sol. Enfin, c'est comme la base de tout. Alors comment on fait là, aux jardiniers du dimanche que nous sommes, comment on fait pour avoir un bon sol ou pour avoir un bon bac ou pour faire pousser Alors je reviens à mes fameux dictons, parce que c'est vraiment mon truc. Il y a un dicton qui dit 1 heure pour les plantes, 2 heures pour la terre, 1 sou pour les plantes, 2 sous pour la terre.
C'est-à-dire que, en fait, le métier d'agriculteur, de jardinier, etc., ou de maraîcher, c'est vraiment de se concentrer sur son sol. Tout part du sol. Donc, si vous voulez avoir un beau jardin, le secret d'un beau jardin, c'est de consacrer du temps à votre terre. Alors après, on a plein de techniques qui vont sur des choses respectueuses, toutes simples, quoi. Et maintenant, qui recirculent les fameux paillages qui avaient complètement disparu. Or, le bouquin des maraîchers franciliens du 19e, en 1843, d'Averne et Moreau, deux maraîchers franciliens, écrivent déjà que sans paillage, ils ne s'en sortiraient pas. Voilà, c'est pas une mode. On sait que pailler le sol, voilà, c'est déjà un geste indispensable. On sait que nos plantes, elles sont miraculeuses quand même. Un plant de tomate, il est haut comme ça à peu près. Au mois de mai, quand on le plante, au mois de juillet, il est haut comme ça. Heureusement que les chênes, ils font pas pareil parce qu'on serait vraiment à l'ombre. Et donc, ça demande des sols extrêmement poussants, extrêmement meubles. Comment on fait ? C'est pour ça que la mécanisation a fait des dégâts dans nos métiers, parce qu'elle génère énormément de tassement. Donc à partir du moment où nous on veut faire pousser des plantes qui ont des systèmes de développement extrêmement rapides, il faut qu'on soit absolument sans aucun tassement. Pour ça aussi que la pratique manuelle est assez intéressante en maraîchage, et qu'on a tendance à y revenir sans appui de la chimie de synthèse. On ne peut pas de toute façon avoir une vision aussi mécanisée, aussi tassante et aussi déstructurante pour les sols. Donc c'est vraiment le secret, c'est de lui consacrer du temps, quoi. Vraiment de regarder, d'apprendre à voir comment il évolue. Donc on paille, on ne tasse pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait alors en permaculture, on a une règle un des principes que j'adore, c'est privilégier les solutions lentes et à petite échelle. J'adore ce principe-là. Donc ça veut dire que si vous avez une solution rapide qui consiste à passer une fraise ou une motobineuse, effectivement ça va vite, hein, ou un rotavator, c'est très rapide, sauf que vous déstructurez complètement votre sol. Donc après l'avoir décompacté, on le nourrit, et on le nourrit tranquillement. Il ne s'agit pas de faire des apports énormes de compost ou de fumier. Et puis après, on va travailler juste sur sa surface en essayant d'être le moins interventionniste possible. Bien sûr, on a des contraintes d'adventice, etc. Donc on passe par des sarclages. Néanmoins, on va éviter tout travail déstructurant, tout retournement profond, etc. Se dire que le sol c'est un être vivant. Voilà, il est composé de milliers d'organismes, et que si on veut le préserver, il faut intervenir dessus, mais réellement en douceur. Fukuoka, notre japonais vénéré, parle d'une agriculture non violente. Voilà, essayer d'être... Bien sûr, on fait toujours violence à un moment avec l'agriculture, mais je comprends très bien ce qu'il a voulu dire par là. Essayer d'être le plus doux possible dans ses interventions. On ne l'est pas tout le temps, bien sûr, hein, mais on essaye toujours de l'être. Merci beaucoup. On reviendra avec vous après pour les questions. On va passer à Vincent Rabaron, donc, bonsoir. Qui travaille chez Pure Projet. Et alors vous prenez le problème par un autre biais, c'est-à-dire vous partez de la déforestation, qui est souvent due à l'agriculture à 93%. Tout à l'heure, on a parlé de l'élevage, qui était une des grandes causes de la déforestation. Et donc vous replantez, et vous replantez souvent avec l'aide des agriculteurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors est-ce que, donc vous parlez d'agroforesterie, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous fonctionnez chez Pure Projet, et puis tous les projets que vous avez pu mener, enfin pas tous, parce que ça va prendre à peu près 2 jours sinon, mais en tout cas les types de projets que vous développez avec votre initiative. Oui, merci de me recevoir déjà. Juste avant de commencer sur l'agroforesterie, déjà expliquer ce que c'est que la déforestation. En fait, c'est assez difficile à comprendre. C'est un terme, on s'imagine tout de suite des arbres qui tombent, et du coup c'est très générique, alors qu'en fait ça nomme des phénomènes auxquels on ne pense pas forcément. Déjà, il faut parler de nette déforestation. Donc, quand on parle de déforestation, dans les chiffres, on imagine en effet les surfaces qui sont déboisées et pas replantées, ou pas replantables. Alors, déjà, ça c'est un biais, parce que quand on casse une forêt primaire, quand on détruit une forêt primaire, en fait, on ne peut jamais vraiment la remplacer. Donc déforestation, déjà, avant la déforestation, la destruction des écosystèmes primaires. Donc la déforestation, on va dire, c'est une composante de la destruction des écosystèmes primaires.
Après, donc du coup, si on parle de vraiment déforestation, donc de déboisement, qu'est-ce que ça représente en chiffres? C'est à peu près constant, la déforestation nette depuis une trentaine d'années. Peut-être que tu me corriges si je me trompe, tu dois aussi très bien connaître tout ça. Mais on estime que c'est entre 10 et 13 millions d'hectares par an, donc de net déforestés. Ça représente 20-25% de la surface de la métropole française. Oui, par exemple, c'est une assez grosse surface, alors qu'elle est très répartie. Donc, j'imagine, c'est très réparti, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Assez peu en Europe, en fait, et aux États-Unis, où le foncier est géré. Donc, il n'y a pas de déforestation en France. Il y a des forêts gérées, il y a des forêts exploitées. Alors là, après, c'est des écosystèmes qui ont été dégradés et replantés avec des forêts productives, monoespèces, mais ce n'est pas des zones déforestées, en tout cas. Donc, il n'y a pas de déforestation nette dans un pays comme la France. Et quelles sont les causes de la déforestation pour comprendre comment on peut agir dessus? Donc souvent, peut-être par réflexe, on imagine c'est la coupe du bois pour faire du papier ou des meubles qui produit la déforestation. C'est pas du tout la cause principale. C'est la coupe illégale de bois pour produire du bois, oui, c'est une partie, c'est une cause minoritaire de, on va dire, 5 à 10%. Quand c'est fait illégalement, sans respecter la gestion de la forêt patrimoniale d'un pays ou les plans de gestion forestière dans une zone. Donc, ce qui arrive en effet dans les zones de pays en développement où la gestion du foncier n'est pas bien structurée. Mais les causes massives, comme tu le disais, Hélène, c'est... C'est le Nutella? Non. Alors, non, d'accord. Il y a deux causes différentes. Enfin, c'est toujours relié à l'agriculture, en effet, mais c'est l'agriculture industrielle, enfin l'industrie, le développement de l'agriculture à grande échelle. Donc là, on imagine des gros exploitants, notamment au Brésil. C'est des grosses exploitations, c'est un peu Far West au Brésil. C'est un gouvernement très corrompu. Il n'y a aucun moyen de protéger les forêts primaires. Donc chaque année, vous pouvez voir sur satellite, les exploitants rognent l'Amazonie. Et donc là, c'est de la déforestation, mais à l'échelle de destruction d'écosystèmes primaires. Donc c'est une valeur patrimoniale absolument énorme qu'on perd. Et donc, la population, là, c'est des grosses exploitations. Voilà. Donc, développement de l'industrie grande échelle industrielle. C'est un des facteurs. Ce n'est pas forcément le principal, ça dépend des régions. Et l'autre gros facteur, c'est l'agriculture de subsistance. Donc, ce n'est pas les grosses exploitations, c'est plutôt des petits producteurs ou des organisations, enfin des bassins versants avec des milliers d'agriculteurs qui vivent avec entre 0,2 et 2-3 hectares, qui vont produire du cacao, du café ou une autre commodité. Et dans ces régions-là, il n'y a pas plus de gestion de la forêt primaire, et donc on va déforester par réflexe, par manque de moyens pour étendre son territoire, parce qu'il y a de la migration, des gens qui arrivent, et donc hop, il y a une forêt primaire, on la brûle. Et donc c'est des petits bouts, bout par bout, mais en fait, quand on additionne tout, vu que c'est des milliards de personnes, ça fait le premier ou le deuxième facteur de déforestation selon les régions. Et juste pour conclure aussi, là on imagine élevage, on imagine soja beaucoup, on imagine agriculture alimentaire. Si vous prenez le secteur du pneumatique par exemple, donc un pneu c'est fait beaucoup à partir de latex. Le latex ça vient, latex naturel principalement ça vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA. Pour avoir cette matière qui est un caoutchouc naturel, qui est à la base du pneu, c'est la sève d'un arbre qui s'appelle l'EVA, et donc on a des hectares et des hectares d'EVA pour qu'on saigne pour avoir de la sève pour faire les pneus. Et donc c'est simple, si vous prenez la courbe de la demande en pneumatique d'ici à 2050 et ce que produit aujourd'hui la surface d'EVA sur Terre, faut doubler à 2050 les surfaces d'EVA. Or, si vous doublez les surfaces d'EVA, vous devez déforester massivement l'Asie du Sud-Est. Alors plus le Brésil, parce qu'il ne pousse plus au Brésil l'EVA, parce qu'il a été... attaqué par une peste il y a un siècle, c'est notre histoire, mais à cause de Ford qui a créé une plantation d'EVA monoespèce. Donc ça c'est un bel exemple de dédanger la monoculture. Donc Ford, il lui fallait des pneus, donc il a acheté des terrains au Brésil, il a planté plein d'EVA, du coup monoespèce, monoculture, espèce pas forcément adaptée, peste, il a tout perdu en quelques années et il n'y a plus d'EVA au Brésil depuis cette période-là, plus un arbre. Voilà. Bref, donc l'EVA maintenant il est en Asie du Sud-Est alors qu'il était là à l'époque. Et donc si vous êtes dans le pneumatique, vous dites ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, les gens demandent des pneus. Donc, alors, on dit on arrête d'avoir des pneus. Bon, c'est une première option. Donc, réduire la demande en pneus, mais ça, à la limite, les gens des pneumatiques et des EVA, ils ne travaillent pas là-dessus. Mais vous pouvez en fait faire 2 fois plus de pneumatiques sans déforester, juste en améliorant les pratiques agricoles à l'échelle d'une parcelle d'EVA. Déjà en faisant de la polyculture EVA, toujours pareil, on amène de la diversité, on va avoir une parcelle d'EVA plus riche, plus résiliente, un producteur d'EVA
plus résilient, donc il y a moins besoin, qui va être plus éduqué, avec un capital plus fort et moins dépendant des cours de l'EVA. Premier point. Et puis si vous formez les producteurs d'EVA, vous les accompagnez à une pratique de saignée plus efficace, ils vont être capables de collecter, c'est pas simple, 2 fois plus d'EVA qu'aujourd'hui. Donc vous avez résolu votre problème en augmentant votre productivité à l'hectare, en enrichissant tout le monde et sans déforester. Voilà, juste pour, je pars un peu dans des divergences, digressions, mais pour vous compreniez que la déforestation, c'est pas juste des arbres qui tombent, voilà, c'est lié à plusieurs facteurs et c'est pas forcément lié, voilà, quand on se dit ah mince, j'ai consommé un papier, une feuille en papier, je contribue à la déforestation. Non, en fait, c'est pas du tout. En revanche, si vous réduisez votre consommation de produits animaux, production industrielle, oui, vous y contribuez. Voilà, c'était juste pour le constat, plus que sur les solutions, mais je voulais clarifier. Vous avez bien dressé un état des lieux. Alors, du coup, vous, Pure Project, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Enfin, qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Ouais. Donc, juste, du coup, un truc que j'ai oublié sur la déforestation, c'est que ça fait le lien avec comment on travaille. La déforestation, on estime qu'elle est responsable de 25% du changement de l'émission de gaz à effet de serre. De par quand on fait du brûlis, quand on brûle la forêt primaire, ça émet énormément de gaz à effet de serre et on perd une biomasse considérable. Donc, comme il y a beaucoup de déforestation, c'est un facteur de changement climatique absolument énorme, sans parler de tous les services écosystémiques qu'on perd quand on déforeste ou quand on détruit un écosystème primaire. Du coup, c'est assez. Donc, si vous avez compris ce que c'est que la déforestation, c'est assez compliqué d'imaginer comment lutter contre la déforestation, parce que ça veut dire plein d'acteurs. On ne peut pas mettre des barrières autour des zones de forêt primaire. Vous avez compris aussi que dans les pays plus développés, il y a beaucoup moins de déforestation parce qu'il y a une gestion du patrimoine forestier différente et puis une bonne distinction entre l'agriculture et la forêt. Donc, ça passe aussi par du développement territorial. Donc, tout notre mode d'action, c'est de travailler avec les agriculteurs qui sont au contact des écosystèmes primaires. Donc notre particularité, notre expertise, c'est de travailler avec les coopératives de petits producteurs, donc ces organisations de producteurs de plusieurs centaines, voire milliers de producteurs de café, de cacao, de riz, de vanille, d'autres commodités, donc plutôt en zone tropicale. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme outil pour réduire la pression sur la forêt primaire quand vous êtes dans une zone à proximité d'une forêt primaire avec des gens qui produisent et qui ont besoin finalement de déforester malgré eux? Déjà, il y a la première chose à faire, c'est d'éviter qu'ils aient besoin de déforester. Donc, c'est enrichir leurs parcelles existantes, les accompagner à produire mieux, produire plus, capitaliser, créer du capital à leur échelle, de l'autonomie, de l'émancipation d'un marché de commodités à des cours très volatiles. Et plus ces personnes-là vont s'émanciper, moins elles auront même l'idée d'aller déforester et comprendre surtout tous les bienfaits que la forêt primaire a pour leur culture. Donc c'est un peu ce que disait Xavier, prendre soin des hommes pour prendre soin de la terre, prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes. Donc pour nous, la préservation des écosystèmes primaires et la restauration des écosystèmes dégradés, c'est pas une histoire de faire des sanctuaires. C'est possible, c'est aussi peut-être un moyen. Donc nous, c'est pas notre métier, on sait pas le faire. C'est plutôt un métier de politique publique et d'ONG de plaidoyer de pousser ça, parce que c'est aussi nécessaire. Ok, pas ça non plus. Mais en tout cas, créer des sanctuaires, c'est difficile et c'est pas forcément la réponse à tout, parce que voilà, faut changer les pratiques de l'homme. Donc, c'est notre approche, c'est accompagner les agriculteurs à des pratiques agricoles plus vertueuses. Après, comme disait Xavier, tout ça, c'est des bonnes nouvelles aussi, il y a des opportunités. En gros, on a démoli plein d'écosystèmes, et du coup, ça veut dire qu'il y a plein de terres disponibles. Donc, plutôt qu'aller déforester la forêt primaire qui reste, restaurons les écosystèmes dégradés, okay, mais avec une approche beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus riche. Donc, créons des systèmes agroécologiques, productifs. Alors, nous, on travaille beaucoup avec l'agroforesterie. On va dès le départ créer des systèmes productifs agroforestiers, c'est-à-dire qu'on va réintroduire l'arbre dans la parcelle agricole. Si on revient sur l'histoire de l'or au niveau de la Seconde Guerre mondiale, on peut ajouter à l'histoire qu'il y a la mécanisation, la chimie, mais aussi le remembrement, c'est-à-dire détruire le bocage, détruire les haies pour avoir plus de terrain, des terres plus grandes pour mécaniser. Donc là, en France, on s'est privé d'un capital énorme qui est le bocage et les haies. Donc aujourd'hui, on est en train de refaire, parce que voilà, c'est rigolo d'avoir des agriculteurs et de leur dire mais je comprends pas pourquoi il faut refaire les haies, mon papa a tout coupé. Voilà, mais en fait, ça sert à plein de choses, une haie autour d'une parcelle.
Donc l'agroforesterie, c'est réintroduire l'arbre, c'est une pratique, c'est un outil de l'agroécologie, c'est réintroduire l'arbre dans la parcelle agricole et travailler avec tous les bénéfices que ça apporte. Donc l'arbre, c'est comme là, quand vous êtes un ingénieur agronome, vous avez un outil absolument incroyable qu'est l'arbre. Là, vous avez plein d'espèces. Donc vous prenez un tableau, chaque arbre abrite un auxiliaire de culture qui va vous permettre de contrer éventuellement une peste. Donc, vous allez pouvoir dire, je vais prendre cet arbre-là, il va me servir à ça. Il va avoir un rôle incroyable, l'arbre, s'il est bien choisi, pour l'enrichissement de votre sol. Et évidemment, alors il ne faut pas non plus le déstructurer, mais il va contribuer justement à la structuration de votre sol et à réinjecter la matière organique dans le sol. Il va avoir aussi un rôle dans le cycle de l'eau au niveau de la parcelle. Il va avoir, sur des espèces mellifères, il va contribuer à un retour de tout le cycle, toutes les auxiliaires de culture, donc abeilles et lombriques, etc. Et puis il a aussi un rôle mécanique. L'arbre, c'est un parasol. Alors pour certaines espèces qui n'aiment pas trop être exposées en plein soleil, c'est très pratique. Et c'est aussi un parapluie. Donc ça vous protège des aléas climatiques, ça permet de s'adapter mieux aux inondations, aux changements climatiques, aux extrêmes. Et c'est aussi un pare-vent. Nous, on était dans la Drôme en décembre. Toute l'année, vous avez un vent pas possible. Et donc en fait, vous faites une haie avec des arbres assez denses qui va vous permettre d'avoir un travail plus agréable et de protéger les dizaines de premiers mètres de votre culture si vous faites des haies. Et donc après, l'agroforesterie, c'est plein d'outils, c'est une ingénierie passionnante, c'est fascinant. Vous allez pouvoir faire des haies, vous allez pouvoir faire de l'agroforesterie intraparcellaire. Et un autre bénéfice de l'agroforesterie, c'est qu'on va pouvoir diversifier les revenus. Donc la polyculture élevage, la permaculture, on va apporter la diversité. Donc on va pouvoir planter des arbres fruitiers, des légumineuses pour enrichir les sols et aussi produire du maraîchage, faire du maraîchage, et du bois à plus long terme. On peut aussi, si on plante des noyers en France, on a un très beau patrimoine au bout de 30 ans pour ses enfants qui se créent sur sa parcelle. Donc on diversifie les revenus, on enrichit les agriculteurs. Et puis il y a un autre bienfait de l'arbre, c'est la séquestration de gaz à effet de serre. Donc on peut contribuer à diminuer les impacts du changement climatique. Alors évidemment, avec toutes les guillemets qu'il faut prendre quand on parle de compensation. En effet, on va, avec le sol, avec l'arbre, avec la biomasse, la matière ligneuse de l'arbre, recapter, c'est vrai, des dioxydes de carbone qui prennent dans l'atmosphère. C'est pas pour ça qu'il fallait les mettre au départ. Voilà. Le terme compensation, c'est vraiment un terme avec lequel on n'est pas du tout à l'aise, parce que ça fait croire qu'on peut émettre une molécule de dioxyde de carbone en faisant brûler un hydrocarbure en France et en annuler cet impact en plantant un arbre en Colombie. Non, ça c'est pas vrai. En revanche, c'est vrai que c'est une métrique intéressante. On peut en effet mesurer l'impact climatique d'un projet agroforestier. Donc c'est une métrique, en effet, on peut le mesurer, une méthodologie éprouvée, et c'est assez normatif, c'est bien. Et donc ça permet éventuellement de créer un modèle de financement d'un tel projet, en valorisant ce service écosystémique-là qu'on peut mesurer. Mais Tristan Lecomte, qui est à l'origine de Pur Projet, il se définit souvent comme un plombier du changement climatique, et il dit que si on voulait compenser l'empreinte carbone annuelle, il faudrait planter 90 milliards d'arbres par an. Vous en êtes où vous en avez planté combien depuis 2008 Ouais, je voudrais que j'ai fait beaucoup quand même, mais c'est probablement vrai. Alors c'est vrai que ça prend du temps de reforester et de reforester bien. C'est-à-dire avec reforester pour reforester, encore une fois, ça sert à rien. Il faut reforester pour réduire la pression sur la forêt primaire, il faut reforester pour améliorer les pratiques agricoles. Donc moi, je préfère planter 100 arbres avec Xavier dans une parcelle où ça a du sens, ça va vraiment apporter de la valeur avec quelqu'un qui va savoir l'entretenir, le maintenir, le valoriser, que 10 000 eucalyptus, c'est ça exactement, dans une plantation productive mal gérée. Donc tu vois, on dit toujours là, c'est bien de planter des millions d'arbres. En fait non, un arbre, en fait, on parle plutôt d'hectares restaurés. Et l'arbre est un outil pour restaurer un hectare. C'est pas le seul, d'ailleurs, c'est pas suffisant. Donc du coup, en effet, non, c'est pas en plantant 90 milliards d'arbres par an qu'on va résoudre le problème du changement climatique. Après, je parlais aussi du problème de la compensation. C'est pas du tout une solution au problème du changement climatique de compenser l'empreinte carbone. La première étape, c'est de décarboner ou de réduire la dépendance aux hydrocarbures de l'économie, arrêter de déforester, puisque c'est aussi un changement climatique. Et ensuite, en dernier ressort, oui, la compensation peut avoir un sens. En effet, planter des arbres, c'est bien, c'est jamais un mauvais choix. Enfin, si. On peut faire des mauvais choix d'espèces invasives. Si on plante des milliers d'hectares d'eucalyptus, ça ne va pas vous faire des bonnes surprises. Mais
Du coup, c'est vrai que le changement climatique, c'est vraiment un enjeu compliqué parce qu'on a du mal à voir la solution au problème. Voilà, quand on regarde les chiffres, on voit mal, je ne sais pas si vous regardez les courbes, il n'y a pas un article qui vous dit il y a un scénario où on peut s'en sortir. Donc c'est difficile de ne pas être catastrophiste. Donc c'est là où Tristan parle de pompiers. On a l'impression juste d'éteindre des feux, mais sans vraiment arrêter les pyromanes. Et donc ça passe par une prise de conscience du plaidoyer, de l'influence, de la formation, de la réduction, de la décarboner l'économie, et en effet la restauration d'écosystèmes dégradés et la préservation d'écosystèmes primaires, l'émancipation des agriculteurs, etc. Mais c'est pas en effet en plantant 90 milliards d'arbres qu'on va résoudre le problème. Alors est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter dans vos projets qui se tiennent, je sais pas, en Thaïlande, au Pérou, en France? Un beau projet d'agroforesterie dont vous êtes vraiment fier? Oui, bonne question, il y en a pas mal. Quelque chose qui a permis, je ne sais pas, à une communauté de revivre, d'être complètement autonome, d'avoir retrouvé sa souveraineté alimentaire, par exemple, grâce à l'agroforesterie. Je vais vous raconter une histoire qui plutôt implique une entreprise, pour vous expliquer aussi comment il faut impliquer en fait, l'acheteur dans l'histoire. Et comment la clé d'entrée pour nous, c'est la filière. C'est-à-dire les filières d'approvisionnement des entreprises, donc du cycle de consommation. Il faut transformer ces cycles d'approvisionnement et comment on implique les grandes entreprises qui achètent ces produits dans cette opération de restauration d'écosystèmes. Donc nous, on travaille avec ces entreprises-là et on les accompagne à transformer leur filière d'approvisionnement, leur manière de produire, en restaurant les écosystèmes dégradés et préservant les écosystèmes primaires. Tout ça avec les agriculteurs. Donc l'entreprise, c'est L'Oréal, un gros groupe cosmétique, très ambitieux. Donc, c'est vrai que L'Oréal, quand ils bossent sur un truc, ils ont toujours envie d'être le leader. Donc une fois qu'ils ont pris le sujet climat il y a 5 ans, ils ont fait une politique assez ambitieuse et avec une méthodologie, il faut le reconnaître, structurée, que nous on a accompagnée et qu'on a trouvée intéressante. Et donc avec l'ambition de après avoir une politique de réduction de leur empreinte carbone et des émissions de carbone de leur production, de compenser les émissions résiduelles en opérant des projets dans leur filière. Donc nous, on travaille avec eux là-dessus. Et donc on a commencé à travailler sur une filière qui est l'huile de sonnerie. Donc c'est une huile végétale qui sert dans la cosmétique. C'est une huile alimentaire, c'est l'huile de tournesol en Asie, par exemple, c'est très consommé en Asie et c'est utilisé un petit peu en cosmétique. Et donc, on a commencé à évaluer la performance sociale et environnementale de la filière huile de sonnerie chez L'Oréal. Et on s'est trouvé face à un mur, un fournisseur japonais, qu'on avait un petit peu rien à faire de dire d'où venait l'huile, pourquoi et comment elle était faite. Parce qu'en fait, L'Oréal, même si c'est une belle entreprise, une grosse entreprise, pour lui, c'est pas un gros client parce qu'ils vendent surtout pour l'agroalimentaire. Mais L'Oréal essayait de le faire changer, mais lui, il dit écoutez, moi, vous dire d'où vient mon huile, je préfère que vous arrêtiez de m'acheter de l'huile. Bon. Donc du coup, on a dit, bon, ça va être dur de transformer la filière. Et après, nous, on travaille beaucoup en Thaïlande. Donc on a dit, L'Oréal, écoutez, on peut tenter un truc, on va essayer. Nous, on travaille beaucoup avec des producteurs de riz en Thaïlande, donc des coopératives, donc bio, fair trade, donc de petits producteurs, donc rien à voir avec un fournisseur japonais. On peut tenter de développer une filière là-bas, bio, fair trade, neutre en carbone, parce qu'on va faire de l'agroforesterie avec ces fermiers, donc on va avoir tous les bénéfices, et on va voir si on arrive à produire une huile qui respecte votre charte de qualité et vos prix. Voilà. Donc sur la qualité, on s'est dit, bon, on n'a aucune idée que ça va marcher, donc on est allé parler aux coopératives, aux fermiers, on a fait des échantillons avec L'Oréal, des tests, et puis bon, il y a 2 ans, grosse nouvelle, ouais, ça passe, les tests, c'est bon, l'huile est super et tout. Donc là, tout le monde était content, chez L'Oréal, ils étaient hyper contents. C'était marrant. Donc là, la qualité, voilà, c'est la clé. C'est aussi un problème qu'on a quand on développe des solutions agroécologiques, un cahier des charges qualité, et on aimerait bien que parfois avoir plus de flexibilité là-dessus. Bon là, coup de chance, l'huile végétale, c'est un peu plus simple, ça passe. Et puis, coup de chance aussi, il y avait un producteur d'huile, c'est-à-dire on avait la coopérative de riz, et dans la ville, il y avait aussi une usine qui savait faire de l'huile de sonnerie. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé dans ce bassin de production. Donc après, on a fait le diagnostic, toute l'étude pour mettre en place l'itinéraire de production, voir si on était capable de développer un coproduit de sonnerie avec les volumes qui vont bien, et en associant les producteurs à toute cette démarche-là, avec une transparence et une traçabilité totale, et une assurance que les producteurs en bout de chaîne sont bien payés et qu'on a des coupes de prix fair trade, etc. Donc tout ça, on a plutôt bien réussi.
Et puis, au bout d'un moment, on se dit, bon, ça va finir à combien l'histoire? Sachant que nous, si ça finissait plus cher, on allait faire une pression de fou pour que ça passe quand même, mais aller chercher les financements là où il fallait pour que ça passe. Et puis après, enfin, à la fin de l'étude, on commence le projet. En fait, le prix, c'était le même, quoi. N'était pas plus cher que le fournisseur japonais industriel qui achetait son huile en Chine, beaucoup plus, complètement opaque, avec des pratiques super vicieuses, enfin probablement vicieuses, quoi. Et donc je trouve que c'était une belle histoire parce que on a connecté, voilà, un géant de la cosmétique. Alors c'est vrai qu'au départ, on fait ça avec des intentions de discours de marque, hein, il ne faut pas se leurrer, mais avec des gens en interne qui se sont passionnés du sujet, hein, que ça a créé un sens pour eux de travailler sur ce projet, qui sont allés en Thaïlande rencontrer la coopérative qui est dirigée par une femme complètement incroyable, qui mène 800 agriculteurs et agricultrices sur un projet extrêmement innovant et avec beaucoup de fierté, et avec des étapes, des obstacles possibles. Voilà, on se dit la qualité, le prix que ça va donner, et en fait ça marche, et puis on a signé, L'Oréal a signé, on a créé une filière donc avec les producteurs, un transformateur local, un exportateur, et L'Oréal, avec une structure de prix transparente, tout est tracé, tout est fair trade. Alors bio, on n'y est pas encore parce qu'au niveau de l'usine, il y a des procédés de transformation qui impliquent un produit chimique. Mais au niveau de l'agriculture, on est bio. Et qui permet aussi de compenser, entre guillemets, une émission résiduelle de L'Oréal, puisqu'on implémente des projets agroforestiers avec ses producteurs. Donc c'est ça la belle histoire, c'est que je pense que c'est possible de créer ce que moi j'appellerais le produit intégral, même avec les grands acteurs, et même à grande échelle. Alors j'ai à grande échelle, entre guillemets, parce qu'on est quand même sur la cosmétique. L'Oréal, ça paraît gros, mais c'est la cosmétique. Donc à l'échelle de l'alimentaire, c'est rien. Voilà. Donc ça, il faut arriver à le déployer avec l'agroalimentaire. Mais moi, quand je suis simple consommatrice, comment je reconnais ces produits issus de l'agroforesterie? Que ce soit des cosmétiques ou des produits alimentaires, comment je peux savoir? Parce que j'ai jamais vu de label, j'ai jamais vu d'étiquette. L'agroforesterie, c'est un outil, c'est pas suffisant en soi. Si vous faites de l'agroforesterie en pulvérisant à fond des pesticides, voilà, c'est un outil de l'agroécologie. Nous, on utilise l'agroforesterie parce qu'on travaille beaucoup en zone tropicale avec des coopératives, des centaines de gens, et c'est très concret. Donc quand on va faire le diagnostic rural, quels sont les enjeux sur le terrain, pourquoi ça déforeste, pourquoi ça marche pas, souvent l'agroforesterie a une réponse. C'est jamais la seule, mais ça permet de lancer les choses avec des vagues de plantation, et les gens, au bout de quelques années, ils voient les arbres, ça pousse, et donc on arrive à faire adhérer plus de coopérants plus vite. Et très rapidement, c'est là où il faut enclencher dans cette dynamique d'autres composantes, d'autres modules de projet. C'est pas planter des arbres pour planter des arbres. C'est aller vers une philosophie, vers une démarche, une vision, une émancipation. Et donc, c'est aller vers une démarche agroécologique, éventuellement aller vers la certification bio qui peut être plus valorisée sur le produit. Aller vers la certification FSC pour la ressource en bois quand on peut exploiter. Donc voilà, juste pour dire, il ne faut pas qu'il y ait de label agroforesterie, ce n'est pas le sujet. Donc après, en tant que consommateur, aujourd'hui, il y a le label bio qui est puissant, qui se développe. Et donc, en effet, Xavier vous a parlé des tracteurs du bio. En effet, on peut faire du bio et maltraiter ses sols. Donc, et ses salariés. Et ses salariés. Après, je pense que moi, je préfère acheter du bio qu'un produit conventionnel, rien. Voilà, je sais que c'est sûr que c'est moins bien que le bio. Et après, c'est se former, c'est s'émanciper, c'est faire son propre parcours soi-même. C'est aussi, avant de se dire comment je consomme, c'est quel mode de vie je veux, quoi. Moi, je suis super inspiré par la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Quand Xavier dit j'ai plus envie de m'acheter des trucs neufs, mais moi, je ressens ça. Je n'arrive plus à m'habiller, par exemple. C'est un problème pour moi. Heureusement, j'ai trouvé. Ça va, vous êtes venu habiller, c'est sympa. J'ai trouvé une friperie en bas de chez moi. Du coup, c'est des vêtements d'occasion. Je me dis c'est 100% recyclé, c'est génial. Mais ça, sur la mode, par exemple, il y a personne. C'est vraiment des toutes petites boîtes aujourd'hui qui sont capables de vous fournir un produit avec un niveau de transparence et d'éthique ou de responsabilité, il faut un peu l'appeler comme eux, qui est à peu près correct, quoi. Donc déjà, c'est pas forcément se dire quel produit j'achète pour me nourrir, c'est déjà quel mode de vie je veux pour moi, pour mes enfants. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant, c'est une sorte d'écologie intérieure, et c'est la première étape parce que ça rend heureux, vraiment, ça donne du sens. Et ensuite, après, tout suit assez facilement. On va commencer à avoir adopter un mode de vie un peu différent, et on va se renseigner, on va s'informer, on va s'apercevoir que manger moins de viande, c'est super bon, on va découvrir des protéines végétales. Et alors, les papilles se régalent. Moi, j'ai enclenché ça il y a quelques années. C'est-à-dire, manger beaucoup moins de viande, du coup, découvrir plein d'autres modes de consommation, c'est super enrichissant.
Et je pense que va se développer, enfin peut-être que vous pourrez compléter là-dessus, sur comment la labellisation peut ou pas ou jouer son rôle. Enfin, il y a peut-être un autre débat. Je vois que l'heure tourne. On va peut-être passer aux questions dans la salle. En plus, Xavier doit repartir pour prendre un train à Montparnasse à 21h, vous savez tout. Donc, si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. On a encore 20 bonnes minutes. Je voulais m'adresser à vous parce que vous parlez vous parlez mais de la planète, quoi. Et nous, en tant que simple individu, comment on peut agir, par exemple, sur une petite surface. Dans mon cas, par exemple, j'ai 3 hectares, voilà. Et comment moi je peux intervenir. Oh, j'ai moins que ça, hein, ouais. Voilà, comment je peux intervenir sur les bienfaits. 3 hectares agricoles ou Oui, enfin, c'était planté en peuplier. Mais il n'y a plus de peuplier. Et du coup, c'est un jardin ou c'est Non, ce sont des prés, quoi, en fait. Un pré, près d'une rivière. Bon, et comment, en tant qu'individu basique, quoi, voilà, moi, je peux amener des bienfaits, quoi, à l'humanité, avec mon petit truc, quoi, puisque vous parlez des petits agriculteurs, voilà. Et du coup, ces 3 hectares, ils servent à quoi aujourd'hui? Rien, là. Rien, c'est parce que le maire, il a coupé les peupliers sans me demander mon avis. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que maintenant, voilà, est-ce que je pourrais, moi, dans cette optique comment dire, de bienfait, quoi, pour les autres aussi. Du coup, c'est une question d'usage des sols, d'usage du sol. Donc après, pour utiliser le sol de manière riche, il y a plusieurs. Vous pouvez recréer une forêt, vous pouvez créer une parcelle, enfin la mettre en fermage pour qu'un jeune agriculteur s'installe en agriculture agroécologique, par exemple. Et là, il y a pas mal d'initiatives comme le concours Ferme d'Avenir. Vous avez aussi des organisations qui vous accompagnent à replanter ce patrimoine forestier, c'est-à-dire à remettre une parcelle forestière éventuellement exploitable derrière, et qui peuvent vous accompagner dans le financement, c'est-à-dire vous prêter l'argent pour que vous puissiez installer la parcelle, et ensuite vous rembourserez ce prêt en exploitant, en faisant exploiter par une coopérative forestière en exploitation, c'est-à-dire en rotation, c'est-à-dire pas les couper. Et donc ça vous permet de recréer une biomasse et une parcelle. Je ne sais pas si Xavier, tu veux vous avez des idées sur cette parcelle de 3 hectares? Oui. Je saurais. Alors. Oui. Déjà, comme une réserve intégrale, quoi, voilà, un espace qu'on ne toucherait pas pendant des années. Bon, déjà, une peuplerie, je pense que c'est déjà un milieu très humide, avec vraisemblablement une rivière qui doit déborder régulièrement. Donc c'est aussi ce que vous disiez, madame, on peut soit laisser carrément l'espace libre et se reprendre. Les peupleraies, c'était des cultures qui étaient très subventionnées, donc peut-être déjà sortir de cette logique de la subvention, et puis voir après donc, des prairies humides comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment les valoriser. Je pense que prairies humides, ça signifie aussi du foin de qualité. À faucher en été. Je ne sais pas dans quel du tout, hein, on ne va pas rentrer dans le détail dans quel coin c'est, dans quelle région c'est, mais j'imagine qu'il y a forcément un agriculteur que, une fois que c'est dessoucié, parce que sinon la faucheuse elle va avoir un peu de mal à passer, mais une fois que c'est dessoucié, déjà un foin de qualité comme ça peut l'intéresser. Et voilà tout simplement. Si vous n'avez pas d'intérêt direct, autant mettre à disposition pour un agriculteur. Moi, j'ai une question de Parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre perception des circuits courts et puis également l'agriculture urbaine? Parce que depuis quelques années, 4-5 ans, il y a tout de même effectivement des tentatives, des expériences de développer l'agriculture urbaine. Alors, il y a des villes qui sont très très fortes là-dessus comme Angers, mais y compris en périphérie de grandes villes.
Alors, donc là, je suis désolé, je prends un peu la parole, mais je donne des cours à l'école du Breuil dans le bois de Vincennes sur cette idée d'agriculture urbaine. Alors déjà, la première chose, c'est de revenir sur le fait que agriculture et urbain, c'est un oxymore. Agriculture, ça vient de aguerre, le champ. Il n'y a pas de champ en ville. Donc déjà, il va falloir voir comment on gère cet oxymore. Si c'est pour le gérer comme je le vois faire, avec des systèmes aquaponiques, hydroponiques, etc., là, on va taper directement droit dans le mur. On va revenir à ce que c'est que l'agriculture. Tiens, au fait, c'est quoi un agriculteur? Un agriculteur, c'est quelqu'un qui produit de l'énergie sous forme de calories. C'est tout. Le reste, c'est de l'emballage. C'est du domaine économique, etc. Donc, après, c'est vachement simple quand on prend le problème sous cet angle-là. Soit votre système agricole produit plus d'énergie qu'il en consomme, soit il en consomme plus qu'il en produit. Une agriculture qui consomme plus de calories qu'elle est capable d'en produire, elle ne fonctionne pas. Tout ce qui est hydroponique, aquaponique, etc., ça consomme une quantité d'énergie, de terres rares, et ça demande une technologie de pointe qui fait que ça ne peut pas fonctionner, ou ça peut fonctionner exactement comme notre agriculture industrielle contemporaine, que sur la ruine, voilà, de 80% du globe, à peu près. Tout ça pour qu'on puisse manger des laitues. Moi, j'en fais pousser des laitues, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à manger dedans. Et pourtant, j'adore ça et j'en fais pousser. Mais de là à dépenser de l'énergie pour faire pousser des laitues, c'est carrément, franchement, pas raisonnable. Alors ça, c'est pour l'agriculture urbaine, telle qu'on la voit, j'allais dire, sponsorisée par des élus qui veulent se refaire un peu une espèce de façade un petit peu sympathique. Après, il y a plein de pistes, plein de voies. Bien se rappeler que la place de la nature, en ville, la nature était vue comme un espace de production. Le jardin des plantes, il a été planté par le roi pour fournir les simples pour la cour. Encore une fois, on produisait en ville, donc je pense qu'on peut parfaitement produire de nouveau en ville. Il y a toutes les zones périurbaines, là où vraiment il y a de l'espace. Peut-être que toutes ces usines, là, tous ces grands hangars qu'ils ont construits partout, regardez autour, la surface de terre qui est perdue, c'est absolument démentiel. Donc peut-être, pour moi, il y a vraiment des grosses pistes là, plus dans le périurbain que dans l'urbain, et surtout dans l'urbain qui fait appel à des technologies vraiment beaucoup trop complexes. Par contre, on a des immenses zones périurbaines où là, vraiment, il faut impérativement qu'on les valorise, et aussi, à mon avis, il faut faire pression sur les maires et les communautés de communes pour arrêter de construire comme ça. C'est pas possible de continuer à couvrir la terre de goudron à ce point. Il faut absolument c'est les Bourguignons qui font remarquer qu'il y a une loi de protection de l'air, une loi sur la protection de l'eau, et on n'en a pas sur la protection de la terre. Il va falloir qu'on s'y mette. Et là, je pense qu'en zone périurbaine, il y a vraiment matière à produire réellement. Et à produire réellement, ça sous-entend que nous, en tant que consommateurs, notre demande, elle va changer aussi. Il n'y aura jamais assez de surface, jamais assez de technique pour continuer comme ça. Jamais. On ne peut pas continuer à consommer de cette manière-là. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur il va falloir qu'on se calme. Moi, je mange de la viande, hein, c'est pas un problème, mais vraiment rarement. Et je bois du lait de vache, mais vraiment rarement, quoi. Donc, il faut absolument qu'on redevienne raisonnable. Et encore une fois, je reviens là-dessus, hein, mais ça va nous rendre plus heureux, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que... Oui, j'avais une question. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut arriver à dépolluer des anciens sites industriels pour les convertir à l'agriculture? Ça dépend du type de pollution. Si c'est une pollution aux métaux lourds, non, on n'y arrive pas. On essaye de faire migrer les pollutions, mais on n'y arrive pas. Donc là, il y a des pollutions qui sont pas... Est-ce qu'une pollution est irréversible? Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, il y a des pollutions qu'on n'arrive pas à... On n'arrive pas à être résilient dessus. Et des terres qui sont condamnées. Mais c'est ce qui se passe en fait.
Je pense que vous soulevez un point très important parce qu'on parle beaucoup là de, comme on est dans la discussion de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. C'est vrai qu'on parle d'agir, de planter, de reconstruire, etc. Mais effectivement, c'est très important pour la biodiversité notamment de laisser des zones. Alors pas forcément des sanctuaires et quand il y a des populations qui ont besoin d'exploiter une forêt, etc. Il faut travailler ensemble, bien entendu. Mais effectivement, c'est important aussi qu'il y ait certaines zones qui soient laissées où la nature fait son chemin, parce que la nature n'a pas besoin de nous pour se reconstruire. Et il y a des forêts qui se recréent naturellement quand on leur laisse le temps de se recréer. Mais je pense que c'est un équilibre savant entre ce mode d'action-là, ce mode de gestion-là, et la replantation, le travail avec les agriculteurs, etc., l'agriculture urbaine et tout ça. De toute façon, tout est une question d'équilibre. Une question ? Moi, j'en ai une. Ah, il y en a une. Tant pis, je la poserai après, moi. Ouais. Voilà, il nous reste 5 minutes. J'ai une question pour Vincent de Pur Projet. Vous avez parlé des industries agroalimentaires. Ils réagissent comment à vos projets? Est-ce qu'ils sont plutôt partants pour redorer leur image de marque ou vous aviez l'air de dire que c'était... Oui, je prenais l'exemple de la cosmétique, mais on travaille aussi avec l'agroalimentaire. Nous, ce qu'on essaie de faire avec ces industries, c'est justement éviter que l'intention soit juste de redorer l'image de marque, parce que du coup, ça c'est un peu faible, ça va pas mener. On essaie d'abord de démontrer le risque filière qui pèse sur l'industriel. Si on prend l'exemple du café, donc on connaît bien nous le café. Vous avez plein d'études aujourd'hui, alors maintenant c'est vraiment scientifique. Les impacts du changement climatique sur la filière café sont vraiment inquiétants. Des gens qui démontrent qu'à un horizon à moyen terme, il y aura une quantité de surface exploitable pour le café vraiment qui va énormément diminuer. Donc c'est beaucoup lié aux événements extrêmes conséquents du changement climatique. C'est pas l'augmentation de la température, c'est vraiment plus d'inondations, plus de sécheresse, qui fait que la culture du café va devenir impossible dans certaines régions, et du coup les pestes se développent, etc. Donc, quand vous montrez ça à un industriel du café, vous lui dites, voilà, tu peux continuer comme ça, à acheter du café à bas prix, sans savoir d'où il vient. Tu peux aussi évaluer les risques, les enjeux amont de la filière agricole café, et t'emparer du sujet, et voir comment toi tu peux sécuriser ton sourcing. Et donc on essaie de passer d'un discours « Ah, ça serait super de dire qu'on plante des arbres en vendant du café » à « Mince, en fait, non, c'est une histoire de gestion de risque. Et en fait, je dépends des écosystèmes. Donc quel est l'écosystème, le capital naturel dont je dépends, et du coup le capital social, donc les producteurs, et comment je vais tracer ma filière pour maîtriser ces risques. Et là, du coup, on diagnostique les enjeux, on dresse un panorama de solutions, donc l'agroforesterie par exemple. Sur le café, c'est vrai que ça marche bien parce que le café c'est une essence forestière, donc si on le réintroduit dans une forêt, on a de multiples bénéfices. C'est pas aussi simple sur d'autres. Sur le coton, il aime bien le soleil, donc comment on fait sur le coton pour travailler là-dessus. Donc voilà. Et après, en effet, je parlais du carbone, ça peut être une métrique intéressante pour dire on peut mesurer comme ça les impacts du projet et aller chercher un financement dans l'entreprise en disant on va prendre un financement compensation d'empreintes, réduction d'empreintes et un financement gestion de risque filière plutôt que juste quelques budgets communication marketing, quoi. Et pour compléter, parce que forcément je suis de Greenpeace, mais il y a des entreprises agroalimentaires qui après ne veulent pas bouger, qu'on peut obliger à bouger avec les citoyens, avec les organisations. Et c'est un cas que j'aime beaucoup aussi, c'est Nestlé, où Greenpeace a fait une énorme campagne sur l'huile de palme, et notamment une publicité qui avait beaucoup tourné, une fausse publicité avec un KitKat qui contenait des doigts d'orang-outan. Et suite à cela, Nestlé a enfin accepté de s'engager pour faire en sorte que son huile de palme ne soit plus à l'origine de déforestation. Et derrière, ils ont travaillé avec, alors non pas Pur Projet, mais The Forest Trust, TFT, qui est une autre organisation qui rend transparente toute la chaîne de traçabilité, qui la remonte, qui la clarifie, qui la simplifie, comme ce qui a été fait avec le commerçant japonais, et qui ensuite va faire en sorte qu'il n'y ait plus de déforestation. Alors après, ensuite, il y a tout l'enjeu de l'évaluation, d'arriver à faire en sorte que ce soit effectivement bien mesuré. Et là, par exemple, en Indonésie, c'est très compliqué parce que le gouvernement est très protecteur de ces petites entreprises qui veulent déforester. Donc là, on se heurte à un schéma politico-socio-culturel très complexe, mais il y a des entreprises qui bougent et d'autres qu'on oblige à bouger. Oui, non, j'abonde énormément. Nous, on le voit avec les entreprises avec qui on travaille. Évidemment, la mobilisation des clients, c'est ça. Ils travaillent pour leurs clients. Donc si leurs clients changent, ils changent. Ça, toutes les marques, ça c'est très important. C'est vraiment le talon d'Achille des marques
des marques que les gens connaissent, que les clients connaissent. Donc si on s'attaque à des produits comme le Nutella, comme Lego, comme voilà, des choses qui parlent aux gens, tout de suite les entreprises sont très sensibles aux commentaires sur les réseaux sociaux, à l'envoi de lettres, à tout ça, aux mobilisations devant les magasins. Nous, il y a des groupes locaux, donc des bénévoles de Greenpeace qui allaient, là on le fait plus parce qu'on a obtenu des victoires, mais qui allaient dans les supermarchés distribuer des tracts. Et ça, ils aimaient pas du tout les distributeurs, parce qu'ils sont immédiatement touchés, on touche le client direct. Donc leur image est touchée. En revanche, quand on essaie d'attaquer des gens comme des entreprises comme Total ou Bolloré, qui est responsable de beaucoup de déforestation en Afrique, là c'est plus compliqué parce qu'ils sont très loin finalement du consommateur et donc ils n'ont pas le même talon d'Achille que les marques. Et puis ils ont fait le deuil de leur image aussi, il y a un peu ça. Bolloré a totalement fait le deuil de son image. Clairement. De toute façon, clairement. Voilà. On va devoir terminer. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, une petite touche positive, parce qu'on aime bien terminer sur des choses qui font plaisir? Oui, pour ma part, tout simplement que il y a 20 ans, on glorifiait Bernard Tapie et on se moquait de Pierre Rabhi. Voilà, et que maintenant la tendance est plutôt au contraire, et donc et que après l'ère du tout Bernard Tapie dans les années 90, espérons qu'on aille un peu plus vers un peu plus de Pierre Rabhi. Je trouve que voilà, c'est en train de se passer, c'est une très très bonne nouvelle. Pour terminer, j'ai envie d'insister sur un seul point, c'est que parfois on me dit oui, mais ce sont les citoyens qui ont la solution. Ou mais de toute façon on peut rien faire, les entreprises sont les grands pollueurs. Ou ce sont les politiques qui doivent changer. Et je me rends bien compte dans mon travail que c'est les trois. Et que c'est qu'en ayant une synergie avec des entreprises qui changent, certaines qui changent volontairement, d'autres sur lesquelles on met la pression, une volonté citoyenne profonde de changement, d'aller vers plus de sobriété, et un travail politique où là aussi les citoyens, on peut faire pression, parce que les politiques ont le même talon d'Achille que les marques, sont très sensibles à ce que disent non pas leurs clients mais leurs électeurs. Et donc vraiment, je crois qu'en agissant sur ces trois leviers, citoyens, entreprises, politiques, on peut vraiment faire changer des choses. La transition est déjà en cours de marche et il est juste question de l'accélérer aujourd'hui. Et un autre point positif, donc une personne, un individu, c'est donc un citoyen, un consommateur. Souvent, c'est aussi un salarié. Et nous, c'est très grisant dans nos métiers de voir, en fait, nous, quand on arrive à travailler avec une entreprise, c'est souvent grâce à des salariés dans l'entreprise qui sont grisés par animer cette transition de l'intérieur. Votre cousin. et donc, du coup, ça crée un effet vertueux. Du coup, la direction ou le propriétaire de l'entreprise se retrouve un peu coincé entre les clients qui demandent des comptes, mais aussi les salariés qui veulent plus aller. J'ai une copine qui travaille chez Unilever et qui a quitté Unilever. Elle me dit, moi, quand je suis sorti de l'agro, aller faire du marketing chez Unilever, c'était un peu la panacée, quoi. Tout le monde voulait faire ça. C'était genre, ouais, carrière, je vais faire du marketing grande conso chez Unilever. Donc elle a fait ça. Bon, maintenant, elle est partie. Mais et aujourd'hui, en fait, ils n'arrivent plus à recruter des talents comme elle, c'est-à-dire des jeunes ingénieurs agro de talents compétents, parce qu'en fait, ils veulent plus aller dans les grands groupes faire du marketing grande conso, parce qu'ils voient que, en fait, ces grands groupes, ils vendent des savons chimiques qui servent à rien. Voilà. Et donc, en fait, il y a les jeunes talents qui vraiment ne veulent plus ça. Il y a les gens dans les boîtes qui veulent voir les choses changer. Donc, qui du coup, nous, on ne peut pas réussir une transformation de filière si en face, il n'y a pas des salariés engagés. Des gens, des équipes, soit les équipes des achats, les équipes du marketing, les équipes du développement durable, les équipes opérationnelles. Et donc en fait, chacun aussi au sein de son entreprise peut être vecteur du changement. Et c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat social. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Hélène. Comme annoncé en début de conférence, on se retrouve en bas autour d'un verre et d'un petit buffet où vous pouvez continuer à échanger. Merci. Merci, bonsoir.